Fred? Oui. Qu'est-ce que tu lis? T'as vu, c'est incroyable ces histoires de vikings. Des vrais barbares. Oh, t'as raison, ouais. C'est drôlement impressionnant, ouais. Eh, mais tu sais ce qu'ils sont venus faire en France, toi? Bon, on va trouver ça là-dedans, hein. C'était au 9e siècle. Vendredi, j'ai pris vite fait d'y aller en zapette, tu crois pas? Intéressant. T'as raison. Allez, zappe-toi au 10e siècle. Nous voici donc partis pour la Scandinavie, à la rencontre des Vikings, ce peuple du Nord qui, pendant plus de 2 siècles, fit trembler l'Europe entière, de l'an 800 à l'an 1050. Pour Fred, l'aventure commence sur la côte ouest de la Norvège, d'où partait un grand nombre d'expéditions, d'abord commerciales, puis guerrières. Admire un peu le paysage, oh c'est grandiose. C'est vrai que c'est beau, mais je redoute un peu la rencontre avec les Vikings. Ah ça, j'aimerais pas être à ta place. Bon, faut t'en a vu d'autres. Ouais, t'es gentil, mais il paraît que c'était des barbares sanguinaires. C'est vrai ça, Jamy? D'après mes premières lectures, un de leurs chefs, un certain Harald au bras velu, buvait le sang de ses victimes dans leur crâne. Le sang des victimes dans le crâne. Ah bah, je te remercie pour l'info, ça me rassure. Tiens, j'aperçois des bateaux là-bas. Il y a de l'animation. Je me demande bien ce qu'ils préparent. À mon avis, un voyage. Le poisson Ou séché, peut-être une invasion. la cire par là. Les ivoires et les peaux, vous les mettez dans le bateau d'Erickson et changez les fourrures dans le mien. On en a les meilleures marchandises pour les francs, chef. Et l'affaire se présente bien, Allez Fred, t'as voulu y aller. Alors Allez, on vas-y. se dépêche un peu. Approche-toi. On va passer la nuit ici. Va être bonne, toi. C'est vrai, hein? Il a raison. C'est toi qui as voulu y aller. Nous, on est très bien ici. Allez, à toi de jouer vendredi. Bon, j'y vais, mais si ça tourne mal, là devant. ce sera de votre faute. Allez, hop. Bonjour messieurs, je peux vous donner un petit coup de main? D'où tu sors, toi? Serais-tu un esclave en fuite? À moins que tu n'aies été banni de ton village? Tu as commis un crime, c'est ça? Non, non, pas du tout, je suis un voyageur. Je m'appelle Fred. Fred le voyageur. On est tous des voyageurs ici. Où tu vas comme ça? Bah, si vous voulez bien de moi, je peux partir en mer avec vous? Pour ramer, ça va être un peu juste. Mais tu pourras toujours écoper. À partir de maintenant, tu es sous mes ordres. Avec plaisir, monsieur. Monsieur? Bloodox. Olaf Bloodox. Bloodox? Bloodox. Ou la hache sanglante, si tu préfères. Vers le trail, va donner son équipement aux voyageurs. Oui, maître, j'y vais. Dites donc, c'est pas passé loin. Oh, j'ai l'habitude. L'âge sanglante, c'est curieux comme nom. Ils se donnent tous des surnoms ici. La dent bleue, la belle chevelure, l'élégant. Et le trail, comme ils vous appellent, c'est un surnom aussi? Ah non, ça veut dire esclave dans leur langue. Vous êtes esclave? Oui. Et vous êtes arrivé là comment? Ouais, je vivais tranquille sur les bords de Seine. Un beau matin, ils ont débarqué, on n'a rien vu venir. Ils ont pillé, brûlé nos maisons, et puis ils sont repartis comme ils étaient venus. Avec moi dans leur bagage, enfin, moi et quelques autres. Hein. Oh, mon pauvre. Je vais pas me plaindre. Alors là, je comprends pas. Il est esclave et il se plaint pas. En fait, Fred, c'est pas l'image qu'on se fait habituellement de l'esclavage. Chez les Vikings, les esclaves sont des prises de guerre ramenées d'expéditions lointaines qui représentent une main-d'œuvre facile et pas chère pour travailler dans les fermes. Arrachés à leurs terres, ces hommes et ces femmes sont malgré tout bien traités, bien nourris, et ils sont même intégrés dans la vie de la famille, prenant parfois en charge l'éducation des enfants. En fait, ce sont des domestiques respectés parce qu'ils sont précieux lorsque les hommes quittent la ferme pour partir en mer. Et appelle-moi Ivar. Eh ben, tu vois, Ivar, moi qui pensais que ce n'était que des barbares. Non, c'est des paysans, des artisans, des pêcheurs et des sacrés commerçants. Ah ouais? Oui, mais comme la vie est rude ici, pour mettre du beurre dans les épinards, ils font des affaires avec les pays voisins. On peut dire que c'est du commerce international. Hein? On peut dire ça, Fred. En tout cas, il a raison. Si les Vikings se tournent vers la mer et le commerce lointain, c'est parce qu'ils vivent dans une région au climat froid et austère, où les sols sont gelés et incultivables de nombreux mois de l'année. Avec ces hivers longs, aux nuits interminables,
les grands espaces de l'intérieur du pays restent sauvages et impénétrables, du moins par l'homme. Alors, les Vikings restent sur les côtes. Ils vivent dans des communautés placées sous l'autorité de petits rois. Ce sont de bons artisans, des artistes même pour le travail du fer, de la laine et des peaux. Ils travaillent pendant tout l'hiver pour préparer les prochaines expéditions. Et lorsque le printemps revient, les hommes prennent la mer pour aller faire leur commerce. Mais pas toujours la guerre. C'est vrai, on a sûrement un peu exagéré, cela dit. Les Vikings n'étaient pas des anges non plus. Alors, comment ont-ils hérité d'une si mauvaise réputation? Bien d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas de témoins directs. Cette mauvaise réputation a été entretenue par des récits rédigés après coup, par des victimes. Les membres du clergé, notamment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est en plein Moyen-Âge. Certains Vikings vont attaquer et piller des églises et des monastères sans défense. Ils vont même jusqu'à dérober de précieuses reliques. Il faut voir ce que ça représente pour l'époque. Un crime inexpiable, impardonnable. Du coup, les rédacteurs ont probablement un peu forcé le trait des Vikings. T'as raison, Vendredi. Les Vikings aussi n'ont rien fait pour arranger les choses. Dans les sagas, des œuvres littéraires rédigées 3 ou 4 siècles après les faits, ils apparaissent comme des guerriers valeureux, mais d'une extrême violence. Eh bien, en fait, il faut savoir qu'ils étaient censés rentrer chez eux, les cales pleines de butin et de gloire. Un très bon argument pour devenir chef. Or, à l'époque, la gloire ne se décroche que par la force. Alors, vous savez ce que c'est. Il se passe ça, et on raconte ça. Quoi qu'il en soit, à cause de tous ces textes, les Vikings ont traîné derrière eux une très mauvaise réputation, et aujourd'hui, ce sont les historiens qui rament pour leur redorer le blason. Eh ben, t'es beau. T'as vu ça? Je suis armé jusqu'aux dents. Mais alors, je suis surpris, je croyais qu'ils avaient des ailes ou des cornes, là, sur le casque. Puis alors, le mien, il est pas pratique, hein. Il fait loucher. Apparemment, c'est encore une idée reçue. Les archéologues ont mis à jour pas mal d'armes ayant appartenu aux Vikings, des casques notamment. Eh bien, à ce jour, aucun n'est surmonté d'ailes ou de cornes. C'est une légende qui a été colportée par les peintres au XIXe siècle, puis par le cinéma et également par la bande dessinée. T'as fini de le lire? Regardez dans le Viking, ça vous dit quelque chose? Bah oui. C'est quand même incroyable, les idées reçues qu'on peut avoir sur ce peuple. Allez, allez, dépêche-toi, voyageur. Voilà, faire réunir tous les hommes pour le départ. Ah bon? Il y a un briefing? Avant de prendre la mer, est-il nécessaire de vous rappeler quelques bases fondamentales de notre commerce avec l'Occident? Vous savez tous, ou presque, qu'un bon commerçant viking a des devoirs. Premièrement, une présentation irréprochable, une tenue irréprochable et un bateau irréprochable. Deuxièmement, inspirer confiance. N'est-ce pas, Sven? Troisièmement, bien connaître leur langue, le latin et le franc, pour mieux comprendre leurs lois et leurs habitudes. Quatrièmement, amadouer le client par la délicatesse. Trouver les meilleurs arguments commerciaux pour vanter la qualité unique de nos produits. Des questions? Oui, chef, je comprends pas très bien. Pourquoi on emmène toutes ces armes si on va faire du commerce? Très bonne question. Quelle attitude adopter face à un client qui refuse de s'ouvrir au marché, Sven? Bien, Sven. Écoute, voyageur, en matière de commerce, j'ai roulé ma bosse et crois-moi, l'épée reste le meilleur argument lorsqu'un client se montre hésitant ou tatillon. C'est ce qu'on appelle la force de vente. Je comprends rien à ce que tu dis, Parodin. Enfin, on pourrait appeler ça de la vente forcée. Voilà. Dans ces cas-là, on ne vend pas, on se sert. Des questions? Bien. Alors, rentrez dans vos familles. Départ demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, comme dirait mon frère. C'est incroyable. J'ai l'impression d'avoir assisté à un cours de marketing. On est en plein dedans. En effet, il semblerait que les Vikings aient mis au point un certain nombre de règles à l'usage des commerçants. D'ailleurs,
Elles figurent toutes à l'intérieur d'un ouvrage destiné à parfaire l'éducation des princes norvégiens. Il est intitulé « Le miroir du roi ». Il a été écrit en 1250, mais il semble bien que les principes qui y sont décrits étaient déjà en vigueur à l'époque où les Vikings sillonnaient les mers. Tous les principes, conseils énumérés par Olaf, le nouvel ami de Fred, y figurent, et d'autres encore, tout aussi étonnants. Tenez, je vous en lis un. Soyez ouverts, enjoués, voire passionnés. Recherchez l'amitié des personnes influentes et la compagnie des personnages importants. Allez, une autre pour la route. Si vous constatez qu'à la faveur d'un rassemblement quelconque, les populations locales omettent de surveiller leur demeure, église ou abbaye, soyez prompts à intervenir. Faites le coup de main, vous y obtiendrez honneur et profit. Entre parenthèses, ne visitez que les lieux qui en valent la peine. Tu m'emmènes où maintenant? Chez Olaf. Tu vas voir, c'est très confortable. Et puis on va te présenter toute la famille. Oh, c'est curieux. Sa maison, on dirait un bateau à l'envers. Ah ben c'est normal, Fred. N'oublie pas que les Vikings sont des experts dans l'art de construire des navires. Alors ils fabriquent leurs maisons comme des coques de bateaux renversées. Sois le bienvenu dans notre maison, Fred le voyageur. Merci de m'accueillir, chef Olaf. Je te présente mon père, le chef du domaine. Un grand commerçant, il m'a tout appris. Il a été élu roi de notre canton. Mes respects, monsieur. Et il est à la fin de sa vie, il peut pas t'entendre. Ah, d'accord. Et je te présente mon frère aîné, Ragnar. C'est un grand poète. Il est poète? Ouais. Il y avait des poètes chez les Vikings? Bah évidemment, tu les prends pour qui? On les appelle des skalds. Et ils sont très respectés, car eux seuls ou presque savent écrire. Regarde leur écriture, c'est le runique. Elle est composée de 24 signes qu'ils gravent sur des pièces de cuir, de bois ou sur la pierre. Malheureusement, on en a retrouvé très peu. Hé, voyageur, viens que je te présente ma chère épouse Frida. Elle nous a préparé de quoi fêter dignement notre départ. Enchanté, Madame Blodox. Sois le bienvenu. Ivar, serre-lui une cervoise. Bien, maîtresse. J'ai l'impression que votre maison est menée d'une main de maître. C'est notre rôle à nous, les femmes. Et c'est pas le travail qui manque. Entre les récoltes, les enfants et toute la maisonnée, surtout quand nos hommes partent chercher la gloire au-delà des mers et faire leur commerce. Faut bien gérer le domaine. Mais dites-moi, on vous aide au moins? Ah, je mets tout le monde à contribution. Et les esclaves que me ramène Olaf de ses expéditions me sont bien utiles. Bon, faut se nourrir maintenant. Prends place, tu rentres dans la famille. Ah, merci beaucoup. T'as vu ça, Fred? Bonne soupe. C'est rustique, mais chaleureux. Faut dire que les Vikings ont le sens de la famille et de la solidarité. Tout le monde vit sous le même toit. Les frères, les oncles, les cousins, parfois des pauvres aussi que l'on recueille. Sans oublier les concubines du chef. Car la polygamie est admise. C'est même un signe de richesse. Enfin bref, chez les Vikings, la famille c'est sacré. Que Thor nous accompagne dans cette aventure. Que le savoir de nos anciens nous porte conseil. Que la mer nous soit favorable. Parodin! Dis-moi, Ivar, c'est qui ces deux-là, Thor et Odin? Des dieux, pardi. Thor, c'est le dieu de la guerre. Et Odin, c'est le plus grand de tous leurs dieux. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Par Odin! Bon, bah, la vôtre. Qu'est-ce que je fais dans cette galère, moi? J'ai mal au dos. T'as mal dormi, Fred? T'as des courbatures? Tu parles. J'ai dormi à même le sol sur des peaux de bêtes. Pour le confort, bonjour. C'est comme sur ce bateau, t'as vu? T'as vu combien on est? Et y a même pas une couchette. Et puis ça fait des heures que je rame. Je suis épuisé. Et vous allez où comme ça? C'est vrai, on va où? Chef, on va où comme ça? On va en Austrie! En Normandie, Fred. En Normandie à la rame? Eh mais chef Olaf, faut être ouf pour aller en Austrie à la rame. On va mettre des mois. 8 jours, pas plus! Allez les gars, souquez! On va hisser les voiles! Oh bah forcément, si on met les voiles, on va aller plus vite. Les Vikings, d'où viennent-ils? Où vont-ils? Dans quelle étagère? C'est le duo Jamy. C'est ici. Ils sont originaires de Scandinavie. 3 groupes se partagent le territoire. À l'ouest, les Norvégiens. À l'est,
les Suédois, au sud, les Danois. Alors au Xe siècle, époque à laquelle Fred s'est zappé, ces groupes entretiennent déjà des relations avec les pays voisins, des relations plus ou moins pacifiques. Ainsi, les Norvégiens se sont déployés vers l'ouest, les Orcades, Shetland, Écosse, Irlande, on les retrouve même jusque sur les côtes atlantiques de l'Empire franc. Les Danois, eux, ont tissé des liens avec l'Angleterre, l'Empire franc. Ils ont même contourné l'Espagne et on les retrouve jusqu'en Méditerranée. Quant aux Suédois, ils ont traversé les plaines de Russie, sont arrivés jusque sur les rives de la mer Noire, d'où ils ont rejoint Istanbul. Alors encore une fois, je le répète, les Vikings ne se sont pas déplacés uniquement pour se battre, mais également pour faire du commerce. Seulement, devant les richesses de certains édifices religieux et l'absence de défense, eh bien, certains ont opté pour une nouvelle technique d'approvisionnement. Le pillage, le premier d'entre eux, est recensé en 793 en Irlande. Et puis, sur les côtes atlantiques de l'Empire franc, eh bien, on recense également un incident en 799, et c'est bien normal, puisque dès cette époque, les Norvégiens sont sur l'île de Noirmoutier. Après une traversée de 2 jours et 2 nuits dans les brumes de la mer du Nord, Fred et ses nouveaux amis vikings naviguent à présent au large des côtes danoises. Quel voyage! La nuit, on dort tous sur le pont. Enfin, eux, parce que moi, je n'arrive pas à fermer l'œil. Pour se protéger du froid et de l'humidité, on nous a donné des peaux de chèvre, enduites d'huile de poisson. Ça sent pas bon, mais c'est efficace. On mange aussi des rations de poisson sec, avec du pain sec. Et on passe beaucoup de temps à écoper, surtout moi. Mais je suis vraiment surpris, car leur bateau avance très vite. Et voyageurs, c'est à ton tour de prendre la barre. Ah, je veux bien, chef, mais je voudrais pas abîmer ce beau dracard. Drakkar. Bah oui. Nous, on appelle ça un longship. En tout cas, c'est le navire qui fait le viking, alors accroche-toi à la barre. Si tu t'y prends bien, on va survoler les flots comme un oiseau de mer, tu verras. C'est du surf, quoi. Surf. Drakkar, t'es bizarre comme garçon. Mais continue comme ça, tu t'en sors pas trop mal. Comment il appelle ça? Un longship? Moi, j'appelle ça un dracard. On a toujours appelé ça un dracard, Jamy. Nous, oui, eux, non. Ils appellent ça des longships ou des knorrs, si le bateau est un peu plus petit. En fait, le terme drakkar est très récent. Il a été inventé au 19e siècle par des écrivains. Il vient du suédois drak, qui veut dire dragon, en référence aux figures de proue installées à l'avant de ces navires. Pour le reste, Fred a parfaitement raison. Ces bateaux étaient très rapides. D'ailleurs, on a fait des essais avec des répliques comme celle-ci, mais en grandeur nature. Eh bien, les drakkars ont atteint 10 nœuds. 10 nœuds, c'est la vitesse d'un dériveur. Une performance pour l'époque, avec ou sans voile, car en souquant ferme, en ramant, ces bateaux allaient aussi vite. Alors ce n'est pas le seul avantage, hein. Ces bateaux tenaient également très bien la mer, ceci grâce à leur coque effilée et à la façon dont elle était assemblée, de longues bordées qui se chevauchaient comme des tuiles. Du coup, le bateau était très souple, il surfait, il ondulait sur les vagues. L'autre grand avantage des drakkars, c'était leur faible tirant d'eau, à peine 1 mètre. Du coup, ils pouvaient s'approcher des côtes et remonter les fleuves et les rivières. À l'occasion, ils ressortaient même les drakkars de l'eau, les transportaient ou les faisaient rouler sur des rondins pour franchir un rapide ou passer d'une rivière à l'autre. Et c'est ainsi qu'ils ont pu s'enfoncer très profondément dans les terres et aller dénicher au gré de leur humeur des clients ou des victimes. Par chance, quelques-uns de ces bateaux millénaires ont été retrouvés sous des tumulus de terre, révélant leur secret de fabrication. Les charpentiers vikings devaient d'abord choisir un bon chêne, qu'ils débitaient à l'aide de simples coins et d'une hache, toujours dans le sens des fibres de l'arbre. Ils obtenaient ainsi de longues planches très souples qu'ils affinaient à l'aide de racloirs. Ces bordées étaient assemblées à la colonne vertébrale du bateau en se chevauchant légèrement. C'est la technique de la construction à clin. Pour fixer l'ensemble solidement, les charpentiers vikings utilisaient déjà la chignole et les rivets de fer. Et pour l'étanchéité, de la laine ou des fibres végétales enduites de goudron ou de graisse animale.
Il ne leur restait plus ensuite qu'à fixer au fond du navire un lourd sabot de bois pour recevoir le mât, et puis les bancs de nage pour asseoir les rameurs. Véritable chef-d'œuvre de technologie pour l'époque, les plus grands de ces navires pouvaient faire 35 mètres de long et embarquer 70 hommes d'équipage. Après 6 jours de croisière, ou peut-être de galère, Fred et son ami Olaf arrivent en vue de nouvelles côtes. Faut vraiment ramer parce qu'il y a la voile, ça devrait suffire. C'est pour aller plus vite. Rame et tais-toi surtout. Je veux bien. Je crois surtout qu'il sait pas trop où on est. Je voudrais pas dire, mais je l'ai jamais vu sortir une carte ou une boussole. Ah, ça c'est normal, hein. Ça n'existait pas. Comment il faisait alors? Des baleines, Olaf, des baleines. Des baleines. Encore 2 jours de mer, les gars. Comment tu peux savoir ça, chef? T'as déjà vu un viking se perdre en mer, toi? Non. Eh ben, c'est parce que nos aïeux nous ont appris à bien observer la nature. 1. Les baleines et les oiseaux sont des repères. Oui, mais supposons qu'il n'y ait pas de baleine et pas d'oiseaux. 2. Le clapotis des vagues sur la coque nous indique le sens du courant. 3. Toujours observer les nuages pour savoir où est la côte. Et 4. C'est la règle la plus importante. Laquelle? Si au bout de 5 jours de mer, t'as toujours pas vu une côte, eh ben tu fais demi-tour. C'est pourquoi la mer est aux vikings, c'est que le miel est aux abeilles, comme dirait mon frère. Et Peterson, on va songer à trouver une crique pour le bivouac de ce soir. Ah, on est bien, hein? Petite go d'hydromel, chef Olaf. Oh, bah, volontiers, ça ravigote. Tiens, serre Fred le voyageur, il a bien besoin. Hé, il aurait pas pu faire la route du Nord, lui, hein? Là, pour sûr. Il parle à tort et à travers. T'as raison. À tort! Et à travers. Bon, c'est quoi votre route du Nord? Une grande aventure, voyageur. Une expédition qui nous a emmenés jusqu'en Islande. Tu te souviens, Peterson? Ouais, je me souviens. On était jeunes, on n'avait pas froid aux yeux. Eh, puis l'aventure, ça nous connaît. Hein. Ah ben là, c'était quelque chose, hein. On était gelés, la mer a été démontée, des vagues énormes. Et la brume qui nous cachait des montagnes de glace. Parodin. Combien de fois on a failli se faire coincer entre les glaçons géants? Et finalement? Ben finalement, on a tenu le coup et on est arrivé à cette nouvelle terre d'Islande, par la mer. Tu veux dire par hasard? Non, par la mer. Parodin! Et voilà, ça recommence. Mais dis-moi, tu crois que c'est vrai toute cette histoire? Quelle aventure! Si tu parles, qu'est-ce qu'elle est bonne si tu te réveilles? C'est vrai, mais... Leur histoire est authentique, Fred. Dans les années 870, une poignée de vikings norvégiens n'hésite pas à affronter le froid et les dangers de l'Atlantique Nord pour trouver de nouvelles terres. Les vents et les courants les portent vers une île aux côtes glacées. Ils y débarquent et la baptisent Islande, le pays des glaces. Le climat, bien que rigoureux, est alors plus clément qu'aujourd'hui, et la terre est propice à l'élevage des chevaux et des moutons. Ils s'y installent et seront suivis en quelques années par 20 000 autres vikings. L'épopée atlantique ne s'arrête pas là. En 982, un certain Éric le Rouge bannit d'Islande pour crime, met le cap sur l'ouest. Il découvre le Groenland et installe une petite colonie. Groenland, la terre verte, car là aussi le climat était plus doux il y a 1000 ans, et on pouvait y pratiquer l'élevage, la pêche et la chasse. La conquête de l'Ouest se poursuit avec son fils, Leif Erikson, qui après avoir exploré la terre de Baffin, débarque et s'installe à Terre-Neuve, dans l'anse aux Midoses où l'on a retrouvé des vestiges d'habitats vikings, aujourd'hui reconstitués. Les Vikings ont donc découvert l'Amérique 500 ans avant Christophe Colomb. Mais jusqu'où sont-ils allés? Aujourd'hui, une chose est sûre, les Vikings sont bien allés jusqu'en Amérique. En revanche, ce qui est moins évident, c'est la localisation du fameux Vinland, mentionné dans les sagas. Vous savez, ces textes littéraires rédigés par les descendants des Vikings. Pour certains, le Vinland, la terre des vignes, se situerait en Nouvelle-Écosse. Pour d'autres,
Le Vinland se trouverait un peu plus au sud. En effet, on a retrouvé une pièce de monnaie viking dans un village indien du Maine. De toute façon, personne ne sait vraiment jusqu'où sont descendus les Vikings. Certains prétendent même qu'ils sont allés jusqu'en Amérique du Sud, jusqu'en Amazonie. Évidemment, ce ne sont là que des suppositions. Ce que tout le monde ignore également, c'est pourquoi les Vikings ont quitté l'Amérique. Encore une fois, il y a plusieurs hypothèses. L'une d'elles, la plus étonnante. Les sagas mentionnent de curieuses rencontres avec de drôles de créatures, les Skrillings. Traduction, gens chétifs, tordus et contrefaits. Ce sont les Vikings qui le disent. En fait, ils seraient tout simplement entrés en contact avec des Indiens ou des Esquimaux. Et manifestement, ça ne se serait pas bien passé du tout. Surtout pour les Vikings qui auraient préféré débarrasser le plancher. Bon, Jamie, voyons où en est Fred. Ah, le chef Olaf avait raison. Après seulement 8 jours de mer, ils entrent dans l'estuaire de la Seine. Quel sens de la navigation, ces Vikings. Y a pas à dire. Dis-moi, chef, c'est une concentration de dracard ou je rêve? Non, tu rêves pas. T'as sous les yeux les plus grands navigateurs du monde, par Thor. Harald, fixe la figure de proue. Au fait, elle sert à quoi, votre tête de dragon? C'est pour bien présenter devant le client, pour faire bonne impression, comme vous dites? Non, on va attaquer. Comment ça, attaquer? Mais voir avec du commerce, inspirer confiance et tout et tout. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, le client est toujours réticent. Alors la solution, c'est l'attaque. Non. Tu vois cet AVI là-bas? Eh ben, c'est mon client réticent. Mais ils sont innocents et sans défense. Eh ben, les négociations seront d'autant plus rapides. Quel jour on est, Peterson? D'après nos informateurs, c'est l'ascension aujourd'hui, chef. C'est parfait. Allez, les gars! À l'attaque! Ah non, 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 dans ces conditions, je rame plus. Eh oui, Fred, les Vikings connaissent bien les traditions de leurs ennemis. Enfin, je veux dire de leurs clients. Souvent, ils profitent des grandes fêtes religieuses pour déjouer leur vigilance et les attaquer par surprise. C'est pas très fair-play, mais efficace. T'as vu ça, Jamie? Quand on dit que ce sont des barbares, c'est pas des blagues. Vous voulez que je vous raconte ce qui s'est passé en juin 843 à Nantes? Une histoire! Une histoire! Fais attention à toi, tu pourrais y laisser des plumes. Ce jour-là, comme un peu partout en pays chrétien, on célèbre la Saint-Jean. Une fête très importante à l'époque, à laquelle tout le monde participe. Du coup, ce matin-là, la garnison est réduite à sa plus simple expression. Bref, la ville est très mal défendue. Et c'est bien dommage, car les Vikings rôdent dans les parages. D'autant plus dommage que tout le monde le sait. Depuis une quarantaine d'années, les Vikings sont installés à Noirmoutier, d'où ils partent pour mener des raids éclairs, les fameuses Trandhøg, comme ils disent. Ce 24 juin 843, les Vikings, donc, remontent la Loire, sans se faire remarquer. Quand ils débarquent dans Nantes, tout le monde est à la messe, dans la cathédrale. Une partie de la population sera massacrée sur place. L'évêque sera même immolé sur l'autel. Les rescapés, faits prisonniers et vendus comme esclaves. On rigole moins, hein? Un peu. En fait, il est avéré que les Vikings avaient des espions, ce qui leur permettait d'intervenir toujours au bon moment pour surprendre leurs victimes. Et puis, on sait également, et Nantes le montre bien, que les Vikings n'ont pas sévi qu'en Normandie. En fait, ils ont remonté tout ce que le territoire franc comptait de fleuves et de rivières. La Seine, la Loire, la Charente, la Garonne également, ainsi que le Rhône. Et c'est de cette manière qu'ils ont pu s'enfoncer très profondément dans les terres. C'était bien nécessaire de tout brûler comme ça? Ce que tu veux, faut bien que mes guerriers se défoulent. Et puis il faut de l'action, tu sais ce que c'est? Par Thor! Et ces pauvres gens, tu vas en faire quoi? Des esclaves? Bien sûr! Si personne ne veut payer une rançon, je les ramène au domaine pour servir mon épouse. Regarde, le commerce a bien marché. De l'or, de l'argent, c'est bien la preuve de notre savoir-faire, non? T'appelles ça du commerce? Moi j'appelle ça un braquage. T'arrêtes d'inventer des mots et t'embarques maintenant. Ah là, Fred, peut-être que tu l'énerves un peu. Dis donc, chef,
T'as pas essayé notre stratégie pour faire ton commerce? Parce qu'entre nous, je trouve ça un peu lâche et pas très digne d'un grand chef. Écoute, depuis que mes aïeux font du commerce avec les Francs, on a remarqué que 1, ils sont très riches, 2, leurs richesses sont sans protection, et que 3, le franc se dévalue. Comment ça, le franc se dévalue? Ouais, il y a des fois ils se battent même plus, mes guerriers s'ennuient. Ouais, mais en face, il n'y a que des moines et des pauvres paysans. Tu les menaces un peu, ils te donnent tout. Allez, à la roue! Et il savait en user de la menace. Ils appellent ça le Danegeld. Aujourd'hui, on parlerait plutôt de raquette. Cette stratégie va elle aussi faire ses preuves. On ne compte pas en effet le nombre de cités qui n'ont échappé au pillage qu'après avoir payé. Paris la première, d'ailleurs. Alors on a attribué les succès militaires des Vikings à la stratégie, la ruse, la cruauté même. Faut se calmer. Les Vikings ont également bien su profiter de la situation. Au IXe siècle, le grand empire fondé par Charlemagne est en pleine déconfiture. Ses petits-fils ne s'entendent pas du tout, tant et si bien qu'au traité de Verdun en 843, l'empire est divisé en 3 parties, Francia Occidentalis, Francia Media et Francia Orientalis. Malheureusement, ça ne suffit pas à calmer les esprits. Aux frontières, les incidents se multiplient et le pouvoir a bien du mal à lutter sur plusieurs fronts en même temps. Tenez, un autre fait marquant qui va vous permettre de sentir l'ambiance. En 858, des Vikings s'installent sur l'île d'Oissel, sur la Seine. Charles le Chauve, roi de Francia Occidentalis, le roi des Francs, est bien décidé à les chasser. Il décide de faire le siège de l'île. Seulement, son frère, Louis le Germanique, en profite pour tenter de le détrôner. Évidemment, Charles le Chauve décide d'abandonner le siège de l'île pour venir défendre son trône. En fait, il va payer d'autres Vikings pour achever le travail. Ceux-ci vont empocher l'argent, mais ils vont s'associer avec leurs compatriotes pour eux aussi s'installer sur l'île. Pas très honnête, mais efficace. Nous nous sommes installés sur une île de la Seine. Enfin, je veux dire Olaf et sa bande de brigands. Tous les jours, il lance de nouveaux raids dans les villages des alentours. Je me suis pas gêné pour lui dire ce que j'en pensais. Je lui ai dit aussi que je trouvais ces guerriers un peu bizarres. Ils n'ont pas peur de mourir. Ils disent même que c'est en mourant au combat, l'épée à la main, qu'ils pourront atteindre le Valhalla. C'est comme ça qu'ils appellent leur paradis. Je lui ai dit que c'était des fanatiques. Et tu lui as dit tout ça? Ouais, enfin, c'est peut-être pour ça qu'il est un peu en froid avec moi. Eh les gars, il est temps pour nous de retourner au pays. Ouais! Retrouver nos femmes et nos enfants. Ouais! Au cours de nos diverses campagnes commerciales, nous avons accumulé de quoi remplir nos bateaux. Ah, je sais que pour certains d'entre vous, il est difficile d'abandonner un marché aussi porteur, mais nous reviendrons bientôt, et encore plus nombreux. Donc, départ demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, comme dirait mon frère. Son frère? Moi, ça me fait plutôt penser à Victor Hugo. Des questions, toi qui parles toujours tout seul? Non, non, chef. Bon. Alors dans 8 jours, on est à la maison. Bon bah, on y retourne. Peterson, sonne. Voilà. Allez. Allez, voilà. Ah. Ça va, tu n'es pas heureuse de me revoir, Frida? Olaf, je suis heureuse de ton retour, mais j'ai le cœur triste. Ton père, notre roi, est mort. Ne sois pas triste, mon épouse. Écoutez-moi tous. Mon père a pris sa place dans le Valhalla. Il l'a bien mérité. C'était un valeureux guerrier, très doué pour les affaires. C'est un bon viking et un bon roi pour notre canton. Demain, nous organiserons ses funérailles. Je veux que tout le monde soit là pour l'accompagner dans son dernier voyage. Des funérailles vikings. Alors là, Fred, tu vas être surpris. Où l'emmène-t-il comme ça? Ils vont le déposer sur son bateau. Je suis contente de voir qu'ils ont choisi les vêtements qu'ils préféraient.
J'espère qu'ils n'ont pas oublié. Ces bijoux, il en était si fier. C'est une délicate attention. Non, c'est notre coutume. Ça aussi, ça fait partie de vos coutumes? Oui, bien sûr. Il emmène avec lui tous ses objets précieux. Ses armes aussi, celles qui l'ont rendu si glorieux. Il faut qu'il ne lui manque rien pour passer sa vie dans l'au-delà. Et le bateau, vous allez le mettre à la mer? Oui. Et on va le brûler. Tu sais, Fred, il arrive même qu'il sacrifie un esclave. Qu'est-ce que tu me racontes? Sacrifier un esclave? Pour que le séjour du défunt dans l'au-delà soit agréable, il arrivait qu'un esclave l'accompagne. Mais pas la peine de prendre cet air horrifié, hein. L'esclave était parfaitement consentant, ce n'était pas une obligation, il proposait lui-même sa candidature. Tenez, ce drakkar, le bateau d'Osberg, que l'on peut voir aujourd'hui au musée des bateaux vikings à Oslo, en Norvège. Eh bien, ce drakkar était en fait un bateau funéraire, et oui, tous n'étaient pas brûlés. Certains, comme celui-ci, étaient ensevelis sous un monticule de terre. Eh bien, à l'intérieur, les archéologues ont découvert les dépouilles de 2 femmes. L'une devait avoir une 50aine d'années, l'autre une 20aine. Ils sont quasiment persuadés qu'il s'agit d'une femme de haut rang et de sa suivante. En revanche, ils sont incapables de dire laquelle était l'esclave de l'autre. Alors pourquoi de haut rang? Eh bien parce qu'à l'intérieur de ce bateau funéraire, ils ont également retrouvé ce chariot, un traîneau, les restes d'une 20aine de chevaux destinés à les tracter, des coffres, des ustensiles de cuisine. Il devait également probablement y avoir des bijoux, seulement cette tombe ayant été pillée, on ne les a pas retrouvés. Ivar, viens voir. Ils sortent d'où tous ces hommes? Bah, ils viennent de toutes les fermes du canton. Aujourd'hui, ils vont élire leur nouveau roi. Ah bon? Ah oui, c'est pas comme chez nous. Eux, ils peuvent choisir leur roi. Ils appellent ça le ting. Tu viens, on y va? Ah non, moi, je suis un esclave. J'ai pas le droit. Mais toi, t'es un homme libre. Tu peux y aller. Attends. Comment il a appelé ça? Le ting, c'est une assemblée. Ah bon? Tiens, prends ton bouclier puis ta hache. Pour voter. Comment ça, pour voter? Ah oui, ici, si tu es d'accord avec une proposition, tu frappes un coup sur ton bouclier. C'est comme ça qu'ils votent? Bah oui. Ah bon, on va jouer aux urnes. À tout à l'heure. Ah oui, bah. Mes amis, je me propose à la succession de mon père. Je pense en avoir tous les atouts. Premièrement, je suis un guerrier valeureux. Mon bras n'a jamais tremblé par tort. Deuxièmement, comme mon père, je suis un navigateur hors pair. Mes navires sont toujours rentrés à bon port. Troisièmement, pour le commerce, j'ai fait mes preuves. Combien de richesses vous ai-je ramené d'Occident? Je pense donc être digne de votre confiance. Qui vote pour moi? Merci, voyageur. Olaf, tu n'es pas le plus sage, ni le plus valeureux de notre canton. Je propose Harald. C'est à lui que revient cet honneur. Qui vote pour Harald? Et oui, pour Olaf, c'est la dure loi de la démocratie. Enfin, eux, ils ont une démocratie, un embryon de démocratie. Alors, quels sont les pouvoirs de cette assemblée? Eh bien, on l'a vu, élire un roi de canton. Mais ce n'est pas tout. L'assemblée peut aussi édicter des lois. Elle mène d'ailleurs, n'ayons pas peur des mots, une véritable politique sociale. Tenez, en cas de catastrophe naturelle, un incendie par exemple, eh bien, elle peut décider d'attribuer une aide aux plus démunis. Chapeau! Et ce n'est pas tout. Le Tsing est également un tribunal. Et là encore, en matière de justice, les Vikings semblent en avance sur leur temps. En effet, la prison n'existe pas. La peine de mort, apparemment, non plus. Dans ce cas, le meurtrier est banni de son pays. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Éric le Rouge. Il a été accusé d'avoir tué son voisin. Il a été banni d'Islande et c'est ainsi qu'il a découvert le Groenland. Je te cherchais partout, chef. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Un petit coup de blues? Ça veut dire songeur, ça? Oh, ça veut dire songeur et triste. J'ai tout perdu.
Le Ting n'a pas voté pour moi. Ah bah, tu seras pas roi, mais il te reste le domaine de ton père. Même pas. Pourquoi vous partagez pas l'héritage? Non, le domaine revient à l'aîné. Allez, c'est décidé. Je pars m'installer en Austrie. En Austrie? En Normandie, Fred, je te l'ai déjà dit. En Normandie? Attends, Olaf, je pars avec toi. Ça me fait plaisir, voyageur, que tu m'accompagnes. Là-bas, je connais un grand chef viking, Rollon. Ouais. Tu verras, il te plaira. Déshérités, bannis ou en quête de terres plus riches, beaucoup de Vikings se lancent dans des expéditions de colonisation. En 866, une gigantesque flotte débarque sur les côtes de l'Angleterre. On l'appelle la Grande Armée. C'est la plus grande invasion viking jamais connue en Europe. Elle donne lieu pendant plusieurs années à des combats acharnés avec les armées de différents royaumes anglais. Fidèles à leur tactique de guerre, les Vikings font régner la terreur dans les populations. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de piller et de repartir, mais bien de conquérir les terres pour s'installer. Ils y parviennent d'ailleurs en prenant la ville d'York. Ils y installent leur roi, font venir leurs familles, leurs artisans, leurs commerçants. Et York devient ainsi l'une des plus grandes cités marchandes d'Europe du Nord. Un comptoir où l'on échange des produits venus de Scandinavie, de Méditerranée et même d'Extrême-Orient. En 954, la ville redevient anglaise, mais elle garde encore les traces de cette colonisation. En France, les choses vont se passer différemment. Tiens, justement, Fred est de retour en Normandie. Enfin, en Eustrie, comme ils disent. Hé, chef, t'as vu, chef? Il y a des tentes sur cette île. Ouais, c'est là qu'on débarque. Tu les connais, ces gens? Ouais, c'est mon ami Rollon et ses hommes. Peterson! Sonne! Oh, Rollon! Ah! Je suis content de te voir. Tu viens faire du commerce par ici? Je voudrais m'installer avec les miens sur les terres de France. Soyez les bienvenus, il y a de la place pour tous ici. Et il y a une fortune à se faire. Ah, vous avez entendu, les gars? Allez, viens, on va boire une bière. Viens. Chin Chin. T'es qui, toi? Je te connais pas, moi. Non, mais moi, j'ai entendu parler de vous, monsieur Ah ouais? Rollon. En bien, j'espère. Attention à ce que tu vas dire, Fred. Bah, vous avez la réputation d'être un grand guerrier. D'ailleurs, il paraît qu'en Angleterre, vous avez frappé fort. Ah ouais, on t'a parlé de moi en bien, ouais. Bien, Fred. Enfin, on dit aussi que vous seriez un dévastateur, un sanguinaire. Oh là là là. Des compliments maintenant. Il est parfait ce garçon, on va en faire un commerçant, allez. Moi je trouve qu'il parle trop. Raconte-moi plutôt les dernières nouvelles. Ça marche bien. Ça marche très très bien les affaires. D'ici on lance des raids un peu partout. On s'aventure dans les terres, on rentre dans les fermes, on prend tout. Les paysans nous craignent. Toujours aussi intrépide ce Roland. Attends, mieux. On a assiégé Paris. Non. Ouais. Paris, la capitale? Hein? Qu'est-ce que tu dis toi? Rien et continue. On leur a fait un chantage. On a menacé de mettre le feu. Du coup, le roi de France nous a payé 7000 livres d'argent pour qu'on parte de là. C'est pas beau, ça? Partons! Vous savez comment ça s'appelle, ça? Du racket. Hein? Du quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, je sais pas, je comprends pas tout ce qu'il dit. Allez, skål! Bah si, c'est du racket. Rollon, que vous voyez ici, de cap en pied. Là, les historiens ne sont pas tous d'accord. Pour certains, il est danois. Pour d'autres, il est norvégien. Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'il a bien mené sa barque. Après avoir fait les 400 coups en Angleterre avec une bande de Danois, il débarque en France en 876. La région lui plaît. Elle lui plaît même beaucoup. D'ailleurs, il ne pense plus à rentrer chez lui. Fini les allers-retours entre la France et la Scandinavie. Au contraire, il s'incruste. Il prend Rouen, fait rehausser les remparts et s'y installe. À partir de là, il participe au siège de Paris. Puis, il prend Bayeux, Le Mans, Angers, Nantes. Petit à petit, une idée germe dans sa tête. Une idée qu'à mon avis, Fred ne va pas tarder à découvrir. Laissez passer l'émissaire du roi des Francs.
que j'accepte sa proposition. Allez, écartez-vous. Laissez passer l'émissaire de mon ami. Approchez-vous. Écoutez. C'est un grand jour pour notre peuple. Le roi a capitulé devant notre arrogance. Il propose de faire la paix et me nomme duc de Normandie par tort. Viking, duc de Normandie. Roland, monsieur le duc de Normandie. Félicitations. Et qu'est-ce que tu lui as donné en échange? Je lui ai promis de rétablir la tranquillité dans la région et de cesser les pillages. Et tu serais pas en train de retourner ta côte de maille, Roland? Et au contraire. Mes amis, écoutez-moi. Vous allez pouvoir vous installer ici, avec vos femmes, vos enfants, construire des fermes, cultiver cette terre si riche, si généreuse. Attendez! Es-tu bien sûr de nous avoir tout dit, Roland? J'ai aussi promis au roi de me convertir au christianisme. Roland, un chrétien parodin! Hé, toi! Arrête de m'appeler Roland! À partir de maintenant, je suis Robert, premier duc de Normandie! Par le Christ! Ben voilà, Roland a obtenu ce qu'il voulait, une terre pour lui tout seul. Le traité a été signé entre le roi de France, Charles le Simple, et le chef viking. C'est une caricature. Traité signé en 911 à Saint-Clair-sur-Epte. Pour éviter que le viking ne s'étende davantage, le roi de France préfère lui donner un territoire qui correspond à l'actuelle Normandie. En échange, Roland doit protéger ce territoire et se convertir au christianisme. Devenu Robert, Roland va remplir toutes ses obligations. Et à sa mort, son fils héritier, Guillaume Longue-Épée, va encore agrandir ce territoire en recevant les îles anglo-normandes, le Cotentin et l'Avranchin. Tu veux le fond de ma pensée, Fred? Ah, si ça peut te faire plaisir, chef. Le Roland, il ira loin. Regarde-le avec l'évêque. Et qui aurait pensé ça d'un viking? Tu sais, c'est jamais que de la politique. À quoi? De la politique. Et bien sûr. C'est ainsi que Roland parvient à se concilier les populations locales qu'il avait pourtant terrorisées. Ses compagnons et ses soldats ne tarderont pas non plus à se convertir pour devenir de bons fermiers normands. Et ils iront loin. Oh oui, ils iront loin, lui et ses descendants. Car Robert, ou Roland, n'est autre que l'ancêtre de Guillaume le Conquérant, qui un siècle et demi plus tard partira à la conquête de l'Angleterre. En attendant, eh bien, les Vikings vont se fondre dans la population et se faire oublier. Alors que nous reste-t-il aujourd'hui des Vikings? Bien, pas grand-chose. Si, un peu de vocabulaire de navigation notamment. Ainsi, le mot « hune », vous savez, ce poste d'observation situé au sommet d'un mât, vient du norrois « hune ». Même chose pour auban ou quille, ils viennent tous les deux du norrois. Et puis, le terme « tôte » en norrois signifie « ferme ». Eh bien, on retrouve cette racine dans des noms de villes ou de villages tels que Cricto, Langto, Yvetot. Voilà. On sait maintenant d'où viennent les Vikings et ce qu'ils sont venus faire en Normandie. Fred, c'est bon, tu peux rentrer. J'arrive. Je vais dire au revoir au chef. À qui tu parles encore? Bon bah, je te salue, je suis désolé, mais je dois partir. Pourquoi tu restes pas parmi nous? Non, non, il faut que j'y aille. Et dis-moi, Minou, c'est un dieu viking aussi? Eh ben voilà. Et t'es content, Fred. Tu nous as fait repérer. Enchanté, monsieur Olaf. On a passé un bon moment avec vous. Bon, on vous laisse, hein.